Eh bien, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour, bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Je remercie Lara Stam qui m'assistera aujourd'hui comme tous les samedis. Bonjour Lara. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. En merci à Virginie pour la réalisation technique de cette émission, ainsi que pour les incises musicales qu'elle nous concocte chaque semaine. Vous pouvez la retrouver sur Nini, N2E, Vlam.com. Vous voudrez bien poser, chers auditeurs, vos questions, observations, remarques en composant le numéro de téléphone du standard de Radio Courtoisie, où vous attend Frédéric, tiens, c'est pas Patrice cette semaine, qui nous transmettra évidemment vos appels, comme d'ailleurs vos courriels électroniques. En seconde partie d'émission, nous recevrons dans le grand angle, autour de 9h40-45, Laurent Arthur Duplessis. Bonjour. Pour son dernier livre, il est déjà dans le studio au cœur de la Troisième Guerre mondiale, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Ce sera juste après la chronique financière d'Andy Bussaglia. Mais sans plus attendre, voici venue l'heure de votre revue de presse de la fin des temps. Édifice religieux néo-gothique construit en 1900, situé au 27 rue François Bonvin dans le 15e arrondissement de Paris, longtemps menacé de destruction, sera finalement transformé d'ici les JO de l'été en salle d'escalade. À la tête de 5 salles d'escalade dans le Grand Paris, le groupe Climbing District est à l'origine du projet. Nous redonnons vie à des lieux un peu vétustes, c'est l'ADN de l'entreprise, développer une communauté dans les lieux atypiques, ont assuré les fondateurs de Climbing District. D'importants travaux ont été lancés pour laisser place à 31 couloirs de grimpe au cœur de l'église. Un espace de coworking devrait voir le jour, ainsi que d'autres activités sportives annexes. Nous conservons la façade et les structures. Des travaux de terrassement, de rupture de la toiture, de nouvelles ouvertures sont en cours. Des tractopelles sont en ce moment à l'intérieur. Nicolas, vous êtes à l'origine de la défense de cette église, de son occupation aussi pendant plusieurs années. Comment jugez-vous ce vraisemblable épilogue ? Je me souviens de ce combat, on l'avait engagé à l'origine avec le protestant. Oui. Nul n'est parfait. Alain Bournazel, patron du Libre Journal de l'Indépendance. C'était au début de l'année 2014 et nous n'avions pas manqué à l'époque de tenir en haleine les auditeurs de Radio Courtoisie sur cette résistance. À l'origine, Saint-Rita était occupée par une communauté de catholiques gallicans, bien connue pour sa bénédiction des animaux organisée sous le magistère de Saint François d'Assise. Bergoglio était depuis peu le pape François, toujours en mémoire d'ailleurs du saint qui parlait aux oiseaux, lorsque nous entreprîmes donc la lutte, culte exotique que celui des Gallicans qui célébraient pourtant la messe en latin, me disaient alors les catholiques, dont j'aimerais savoir comment ils jugent aujourd'hui celui de l'église de Rome. Au soir du règne de François zéro, entre bénédiction des couples homosexuels et culte à la déesse Terre Pachamama. Passons. Des byzantines querelles firent perdre aux Gallicans leur église, vite remplacée par la communauté catholique traditionnaliste du centre Saint-Paul. Ce sont eux qui furent expulsés durant l'été 2016 par la préfecture de police de Paris, aux ordres à l'époque du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, qui la veille avait assisté aux funérailles du père Hamel égorgé par 2 djihadistes. Rappelons pour mémoire que François a reçu dernièrement la sœur du père Hamel, Roselyne, aujourd'hui amie avec la mère d'un des 2 islamistes égorgeurs. Comme le dit cette dernière, Madame Kermiche, la bien-pensance catholique étant au pamoison de ses propos, c'est tous les 2 qu'on est des victimes du terrorisme. Évidemment. Le père Hamel se contentera pour sa part de dire, cela mérite d'être relevé, passant de vie à trépas, va-t'en, Satan. Mais vous ne m'avez pas répondu, Nicolas. Considérez-vous que la préservation des murs de cette église, même transformée en lieu d'escalade, est un succès pour ce mouvement de résistance né il y a plus de 10 ans maintenant ? Ça dépend pour qui. Pour les amateurs d'escalade, pratiquer leur sport favori dans une ancienne église leur permettra peut-être d'atteindre plus vite le 7e ciel. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Pour le maire du 15e, Philippe Boujon, qui voulait absolument conserver le bâti, très certainement, oui. Contrairement à Anne Hidalgo, qui aurait probablement aimé assister à sa destruction et dont les services avaient validé les permis de construire, qui valaient d'ailleurs démolition. Pour les communautés catholiques, non, ils ont échoué les uns comme les autres à conserver le caractère sacré du lieu, mais pensez, pour ma part plutôt aux occupants de Saint-Rita, souvent de jeunes dissidents, qui ont permis que le culte puisse pendant 2 ans se maintenir malgré les arrêtés d'expulsion. Sans eux, le lieu aurait été détruit, nul ne leur rendra hommage, si ce n'est peut-être moi, dont l'infâme journal en ligne Street Press avait fait le chef d'une ZAD d'extrême droite en plein cœur de Paris. Cette dénonciation vaut titre de gloire. Merci encore à Street Press. Mais vous savez, Lara, encore une fois, ce qu'il y a de détestable dans cette information, c'est qu'elle est rendue publique par Le Parisien puis l'ensemble des médias nationaux durant le week-end de Pâques, alors que la presse locale en avait déjà fait mention depuis plus de 15 jours.
Il y a donc une volonté manifeste de pourrir la Semaine Sainte dans les salles de rédaction pour programmer l'information ainsi. Alors même que cette année, plus de 12 000 jeunes adultes, collégiens et lycéens se sont fait baptiser à Pâques, un chiffre en hausse de 30% par rapport à l'année passée. Ce qui est à désespérer quand on est anti-chrétien, plus encore quand on est islamophile et prosélyte, et que le nombre de conversions de musulmans à la religion chrétienne ne cesse d'augmenter. Les médias aujourd'hui manipulent l'information comme une énergie, avec les symboles qui vont avec. Le cas de la mort du petit Émile Soleil est particulièrement instructif sur ce dernier point. Nous apprenions dimanche de Pâques que les ossements découverts samedi par une randonneuse sont bien ceux du petit Émile, l'enfant de 2 ans et demi disparu le 8 juillet dernier, il y a 9 mois. La nouvelle est tombée comme un coup de massue. Les restes du petit Émile ont été découverts à environ 1 km à vol d'oiseau du hameau du Haut-Vernay, où l'enfant a été aperçu pour la dernière fois. La famille est sortie du silence par la voix de son avocat, maître Jérôme Triomphe, qui a transmis un communiqué à la presse en début de soirée. Les restes mortels du petit Émile viennent d'être retrouvés. Si cette nouvelle déchirante était redoutée, l'heure est au deuil, au recueillement et à la prière. Marie et Colomban savent désormais en ce dimanche de la résurrection qu'Émile veille sur eux dans la lumière et la tendresse de Dieu. Le pénaliste appelle la presse à respecter la douleur et le chagrin de ses clients. Chose que nous ferons bien évidemment en ne tirant aucune conclusion hâtive, mais que tout de même. Les zones d'ombre de l'enquête sont légion, et cela depuis le début de cette affaire, dont je rappelle que le dispositif alerte enlèvement n'avait pas été déclenché. Pour des motifs que je trouve parfaitement fallacieux, les critères nécessitant l'activation du dispositif ne pouvant jamais être tous réunis si on les prend à la lettre, comme a essayé de le plaider les médias. Premier critère, il doit s'agir d'un enlèvement avéré et non d'une disparition même inquiétante. C'est une plaisanterie. Dans ce cas-là, on ne peut jamais activer le dispositif alerte enlèvement, à moins évidemment d'avoir une revendication explicite dans le cadre d'un enlèvement crapuleux ou d'ordre politique. En réalité, l'enquête, malgré ses nombreux démentis, s'oriente dès le départ vers une origine accidentelle. Ils ne pourront pas le dire avec autant d'aplomb que pour la cathédrale Notre-Dame de Paris, où le feu n'était pas encore éteint, que la préfecture de police de Paris concluait déjà à une cause accidentelle, mais c'est tout comme. Et 9 mois plus tard, malgré les battues, les hélicoptères, les drones, les brigades cynophiles, j'en passe, les allées-venues des randonneurs dans la région, même les cueilleurs de champignons, on nous apprend que des ossements attestant de la mort d'Émile Soleil ont été retrouvés à quelques encablures du hameau du Haut-Vernay, sans que personne ne tombe dessus tous ces mois durant. Et l'on évoque déjà l'antécédent Lucas Tronche, cet adolescent, dont on retrouvera 6 ans après sa disparition dans le Gard, ossements et effets personnels. Décidément, ces effets personnels, pas si biodégradables qu'un corps humain, faut-il croire. Et pour expliquer l'absence de flair des Saint-Hubert dans cette affaire, ces mêmes chiens, en mesure de retrouver votre trace sous plusieurs mètres de neige lors d'une avalanche, on nous parle du sacro-saint réchauffement climatique, qui aurait trompé l'odorat de nos fidèles limiers. Ce qui, comme toujours, quand on veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes, est totalement contre-intuitif, la chaleur étant plutôt un accélérateur de décomposition et de ce qui va avec. Autre aberration dans cette affaire, nous apprenons que la randonneuse, à l'origine de la découverte du crâne du petit Émile, a récupéré les ossements et les a amenés à la gendarmerie au lieu de les laisser sur place. Elle invoque l'absence de réseau téléphonique sur place. Elle est même rentrée chez elle avec les ossements avant de partir à la gendarmerie. Certainement une envie pressante, ou le besoin de casser la croûte après la randonnée. La marche à pied, ça creuse. Et la dame devait avoir le cœur bien accroché, car en général, quand on fait ce type de découverte, on est un tantinet retourné. Mais semble-t-il, pas cette randonneuse. Tout juste a-t-elle mis le crâne dans un sac plastique en arrivant chez elle. Tout ce qu'il y a de plus normal. Quant à son identité, elle n'a pas filtré, mieux protégée que celle d'un agent double de la DGSE à Moscou. Une femme qui voulait bien faire, nous a-t-on déjà expliqué. Probablement inspirée par le Saint-Esprit durant ces célébrations de Pâques. C'est ça. La famille, pour sa part, a été alertée de la terrible nouvelle en pleine cérémonie religieuse, dimanche matin. Elle a sollicité la prière pour l'intercession de la vénérable Benoîte Rancurel à la Saint-Étienne de l'Eau. Ils ont une très bonne connaissance de la vie de Benoît, la bergère visionnaire du Lot. Plusieurs fois égarée la nuit dans la montagne à cause du démon, elle avait été chaque fois raccompagnée chez elle par son ange qui lui éclairait la route. Et puis, l'une de ces grâces spéciales du sanctuaire de Notre-Dame du Lot, c'est celle de la consolation. C'est un sanctuaire marial avec une dimension maternelle
et une infinie douceur. On ne passe pas ici par hasard, on y vient avec des choses, ce qui explique au Figaro l'ex-vicaire général du diocèse d'Aix-en-Provence, Michel Desplanches, qui est aujourd'hui recteur du sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot, situé à une cinquantaine de kilomètres du Vernet. Le recteur est très touché par la discrétion de la famille du petit Émile et il évoque la providence quant au fait que les restes ont été trouvés le jour de Pâques. C'est un appel à la foi. Le fond de la foi chrétienne, c'est la victoire de l'innocence sur les bourreaux. Et le sourire du petit Émile est plus fort que la violence de la mort. Ce sourire traverse la mort. Pendant cette semaine sainte, on est passé par la souffrance de la croix, par le silence du samedi saint. Et Dieu sait qu'il a dû être pesant pour la famille. Et puis, la résurrection dans la nuit pascale. Celui qui était mort est vivant. Aussi, cette espèce d'accablement auquel on peut assister n'est pas le dernier mot pour un chrétien. Oui, mais le monde est brutal, comme aimait à l'exprimer Philippe Muret, qui préférait tordre le cou au lyrisme qui aligne les mots sans signification et plonger dans notre univers pour en ressortir son plus laid visage. Quand BFM passe des heures sur ce sujet pour n'en rien dire, et seulement de la diversion, comme certains se plaisent à le dire ou à le suggérer. En quoi le fait de retrouver les restes mortels du petit Émile, comme l'exprime justement la famille, un crâne en particulier, annonce faite le jour de la résurrection, 9 mois après sa disparition, est-il appel à la foi? Rappelons-nous, vendredi, Jésus est crucifié sur le Golgotha, le mont du crâne, tiens. Il descend alors aux enfers. Du Satan, on écrase la tête diabolique et dimanche matin, Marie-Madeleine constate que la pierre du tombeau a été roulée, le lieu est vide, le corps du Christ a disparu, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Comment ne pas voir que le récit qui nous est fait en ce jour de Pâques est une sorte de calque inversé dans un miroir de la résurrection? Les informations sont des énergies qui façonnent et la façon dont elles sont manipulées va tout changer. Les uns prient, les autres font des égrégores maléfiques. Je vous invite à cet effet à une courte méditation sur les personnages de la mère et de les mères dans la Genèse. Si les consonnes sont des énergies, mêmes énergies. La mère est de la descendance de Caïn, meurtrier depuis l'origine. Il a 2 épouses. Avec l'une, il aura le fameux Tubal-Caïn, revisité par la franc-maçonnerie. Les mères dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix, femme de la mer. Écoutez ma parole, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et la mère 77 fois. Les mères, maintenant, il est descendant de la lignée de Seth, 3e fils d'Adam et d'Ève, et père de Noé. Il est la voie du salut, Noé est la préfiguration du Christ. Inversez maintenant le M et le L. Vous obtenez de l'émer Melech, le roi, et Christ est roi. Et pour Malek, Maler, Moloch. Le Moloch, la divinité ammonite représentée par un homme à tête de taureau, à qui on sacrifiait par le feu des victimes humaines, surtout des enfants. Ce sont finalement les mêmes énergies, mais tout est dans la manière dont on les manipule. Alors prions pour Émile. Votre façon, Nicolas, de présenter les choses avec le petit Émile me fait penser aux informations contradictoires qui circulent actuellement sur l'attentat de Moscou et ses commanditaires. Tandis que l'Occident a décrété urbi et torbi que le massacre du 22 mars au Crocus City Hall était le fait du seul État islamique, les Russes continuent à explorer la piste ukrainienne. Et avouons que ce ne serait pas vraiment la même chose, surtout si derrière les services ukrainiens se cachaient des agences occidentales du renseignement. Le ministère de la Défense russe aurait dit espérer, après un entretien téléphonique mercredi 3 avril avec le ministre français des Armées et son homologue russe, que les services secrets français n'étaient pas impliqués dans l'attentat près de Moscou revendiqué par l'organisation État islamique. Le régime de Kiev ne fait rien sans l'aval de ses superviseurs occidentaux. Nous espérons que dans ce cas, les services secrets français ne sont pas derrière cela, aurait indiqué Sergei Shoigu dans le communiqué de son ministère relatant l'appel. Il faut savoir par ailleurs, information passée sous silence par les médias français, que Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, a parlé avec plusieurs ministères des Affaires étrangères européens. Cette information a le don de rendre littéralement hystériques les officiels français, passés ou présents. Ainsi, l'ancien ministre des Affaires étrangères et ancien ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a dénoncé une manipulation extrême et absolue, une instrumentalisation du terrorisme à des fins de propagande délétère et intolérable. C'était au micro de Sud Radio. Il a aussi estimé que la Russie menaçait indirectement la sécurité de la France et de l'Europe. Nous traversons une période extrêmement grave avec les grands principes de sécurité qui avaient été acquis progressivement depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale sont battus en brèche. Il a également réagi.
Oui, du genre parler d'ambiguïté stratégique ne s'interdire aucune ligne rouge et parler d'envoyer les mecs à Odessa, ce qui va certainement dans le sens du rétablissement des grands principes de sécurité acquis depuis la Seconde Guerre mondiale. L'ex-président de la République, François Hollande, qui est un pleutre en plus d'être un faucheton, a recommandé que le gouvernement n'entretienne aucun contact avec la Russie. Vous avez vu comment la Russie instrumentalise ce genre de discussion et laisse même penser que ce serait la France qui aurait pu soutenir les attentats de Moscou, a-t-il pointé sur France Inter. Bon, quant à Macron, il a fait du Macron. Il a dénoncé des commentaires baroques et menaçants des Russes. Je t'en foutrais, moi, du baroque. Le chef de l'État y voit la démonstration de ce qu'il dit depuis le début d'année, un accroissement de la posture agressive de la Russie, et ça ne se passe pas qu'avec la France. Je vous invite à regarder ce qui a été fait en termes de fuite d'informations sur des hauts responsables militaires allemands, ce qui a été fait à l'égard également du Royaume-Uni et des États-Unis, dont certains responsables russes ont dit qu'ils étaient derrière l'attentat. Il y a une succession d'informations dont on sait qu'elles sont fausses, qui correspondent à des postures menaçantes selon Macron. Ah bon, parce que les généraux allemands n'ont pas évoqué la destruction du pont de Kerch, de Crimée par les missiles Taurus. Ils n'ont pas clairement fait mention que les missiles Storm Shadow britanniques, Scalp français, étaient guidés vers leur cible avec l'aide d'instructeurs français et anglais. C'est comme dénoncer, comme le journaliste d'investigation Sermon Hersh, que les États-Unis et les Norvégiens sont derrière le sabotage du Nord Stream. Fausse information aussi. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu aussi. Qu'est-ce que vous voulez là? Macron défend les intérêts des États-Unis avant de son pays, c'est pas nouveau. Il vient encore de pointer du doigt de façon proprement ignominieuse la responsabilité de la France dans le génocide rwandais. La France aurait pu arrêter le génocide au Rwanda, mais n'en a pas eu la volonté, à estimer Macron. Il s'exprimera dimanche pour le 30e anniversaire du massacre pour en rajouter une couche. Le 27 mai 2021, le président de la République a reconnu à Kigali la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis, établi par la commission d'historiens et de chercheurs dirigés par le professeur Vincent Duclerc sur le rôle et l'engagement de la France au Rwanda, a expliqué l'Élysée. Quel acharnement à dénigrer son propre pays au nom d'un pseudo-devoir de mémoire et d'éducation de jeunes générations en France. Ça, c'est un pouce au crime ethnique dans la France d'aujourd'hui et il le sait parfaitement. Et il n'empêche que pendant ce temps-là, l'enquête sur les commanditaires de l'attentat de Moscou avance. Selon les données récupérées dans leur portable le matin du 24 février 2024, le deuxième anniversaire du déclenchement de l'offensive russe en Ukraine, l'un des accusés a trouvé sur Internet les photos des entrées au Crocus City et les a envoyées à son responsable, affirment les enquêteurs. L'accusé a confirmé tout cela dans ses dépositions, assure dans le communiqué les enquêteurs. Par ailleurs, des photos des hommes en camouflage avec un drapeau ukrainien sur fond des immeubles détruits ont été découvertes dans le portable de cette personne. Ces données peuvent témoigner d'un lien entre l'attentat et le déroulement de l'opération spéciale militaire, affirme le communiqué. La haine anti-russe prend un tour sidérant. Voyez Anne Hidalgo à Kiev dire que les athlètes russes et biélorusses ne sont pas les bienvenus aux JO de Paris. La Russie avait accusé le CIO de basculer dans le racisme et le néonazisme et de se rendre coupable de discrimination et d'intimidation après la décision du Comité international olympique d'interdire aux athlètes russes de rejoindre le défilé des équipes nationales lors de la cérémonie d'ouverture. Ce qui, soit dit en passant, leur évitera les eaux boueuses de la Seine et les risques d'attentats. D'ailleurs, la répétition de la cérémonie qui devait se dérouler cette semaine a été reportée, la Seine étant crue. Mauvais présage. Mais la dernière sortie d'Hidalgo, outre le fait qu'elle me fait honte, mais à un point, c'est qu'elle peut engendrer des réponses qui iront au-delà de ce qu'a pu dire la Russie. Il y a un monde entre refuser de serrer la main à un noir américain, comme Hitler l'aurait fait avec le sprinter Jesse Owens par racisme odieux, et carrément considérer que l'ensemble des athlètes russes et biélorusses ne sont pas les bienvenus au JO. Vous me direz que l'on ne peut pas faire de rapport entre le totalitarisme nazi et l'imbécilité d'Hidalgo en démocratie. Attendons un peu, l'histoire ne s'écrit qu'après avoir porté ses fruits et les propos d'Hidalgo sont gros à mes yeux des holocaustes à venir. Ah, les JO, votre sujet favori, Nicolas. Oui. Macron confirme cette semaine qu'Aya Nakamura a toute sa place lors d'une cérémonie d'ouverture ou de fermeture. Après, il s'en lave les mains, tel Ponce Pilate. Ce n'est pas lui qui décide, a-t-il expliqué aux journalistes. Une sociolinguiste en a rajouté une couche cette semaine. Sa langue est un français contemporain des cités, lieu d'une mixité linguistique très riche, du fait notamment de la dynamique de la décolonisation. Dans son titre Dja, qui compte près d'1 milliard de vues sur YouTube, l'argot français se mêle aussi à d'autres cultures. On y retrouve les dialectes du Mali, des mots arabes ou encore des peuples gitans. La chanteuse du 9-3, car c'est comme ça qu'elle est montrée, au succès
planétaire est l'illustration même de la problématique sociologique de l'intersectionnalité. Une situation des individus qui subissent du sexisme, du racisme et du mépris de classe. Personnellement, je trouverais plutôt joli qu'Aya chante du Piaf. Ce rapprochement transgénérationnel et transculturel serait émouvant, conclut l'enseignante-chercheuse. Vous m'en direz tant. Ces propos sont une telle caricature qu'il se passe de commentaires. Merci madame. Mais j'ai envie d'en revenir à Anne Hidalgo et à son équipe à la tête de la mairie de Paris. Et cette hargne vengeresse qui l'anime, comme si elle nous en voulait personnellement. Un peu comme Macron en fait. Elle met de l'idéologie partout, persuadée d'être dans le sens de l'histoire, comme tous les idéologues. Elle cherche à établir une ambiance étouffante, presque concentrationnaire. Et à l'intérieur de Paris, elle décide avec un autoritarisme sans pareil. Il y a une haine aussi du patrimonial, de l'histoire, de ce qui fait le roman national, selon Nicolas d'Etienne-Dorf dans le Figaro. Lucchini l'accuse d'avoir transformé cette ville en un chaos de haine anarchiste. C'est la décivilisation qui est incarnée par notre ville. Dernière en date, la place de la Concorde. Ultime outrage, végétalisation, circulation, rénovation. Anne Hidalgo lance un comité d'experts pour repenser la place et elle se servira du levier du climat pour essayer d'en gommer l'histoire. L'idéologie partout, vous dis-je, sachant que la place de la Concorde est laissée par la mairie de Paris dans un état déplorable depuis 10 ans, avec des blocs de béton qui traînent partout. Cette haine des Français et des administrés transpire en fait chez tous nos élus. Regardez Valérie Pécresse qui annonce le ticket de métro à 4 € pendant les JO pour que justement personne n'en achète. Sidérant, non ? Vous ne m'avez même pas cru quand je vous ai annoncé l'info, la taxant de fake news. J'avoue. Hargne haineuse et condescendance aussi. La même Pécresse invite les Franciliens à faire évoluer leur automatisme de transport et à marcher un peu. C'est toujours amusant d'entendre nos élus qui connaissent que la bagnole avec chauffeur nous faire la leçon en matière de marche à pied et de transport en commun. Et toujours cette autosatisfaction et cette certitude d'avoir raison envers et contre tout, comme la mairesse de Nantes qui étrille les réacs pour ses 10 ans à la tête de l'agglomération, Johanna Roland, tire à boulet rouge sur tous ceux qui ne partagent pas sa vision d'un monde qui change. On fera 100, promet-elle. Selon elle, la ville de Nantes serait devenue plus écologique, plus féministe, plus créative. Nous sommes en plein oasis de la diversité à l'entendre, à milieu de la réalité avec des bidonvilles qui enserrent l'agglomération et un havre d'insécurité en plein cœur de Nantes. Mais c'est pas de sa faute à Madame Roland tout ça, c'est de la faute de l'État. Comme les déficits et les dettes qui sont imputés à mon Bruno Le Maire par le champion du quoi qu'il en coûte, le roi Macron. Auto-satisfaction et dédouanement permanent, voilà à quoi s'amusent nos politiciens incompétents et bien souvent mal intentionnés. Et puis, selon que vous soyez puissant ou misérable, Nantes toujours, la ville enlève le tag d'une croix celtique sur l'escalier monumental de la butte Sainte-Anne. Les fachos, c'est pas Nantes, dehors! Mais garde le drapeau palestinien géant qu'elle recouvrait. Il est vrai que Nantes n'est pas en Bretagne et qu'il n'y a jamais eu de Celtes non plus dans cette belle contrée. Ça, c'est pour la France. Mais vérité d'un côté de la Méditerranée, mensonge de l'autre. Israël détruit des villes, des hôpitaux, tue des humanitaires d'ONG, tire sur des foules affamées. Mais ça, c'est le droit prescriptif de l'État d'Israël à se défendre chez les autres. On ne sait plus trop où on habite en France aujourd'hui. Nicole Belloubet, la nouvelle ministre, ancienne garde des Sceaux, récuse toute responsabilité de l'État dans l'affaire Paty. Parle d'attentat, mais en évitant soigneusement le mot islamiste. Et en même temps, elle diligente une enquête administrative suite à l'affaire de l'agression de Samara à Montpellier devant son collège par 3 mineurs pour régler un différend intracommunautaire, une affaire religieuse. Réjouissons-nous, Lara, nous ne sommes pas encore en Écosse. À la tête d'une coalition entre les indépendantistes et les écologistes, Humza Yousaf est un pur produit du communautarisme anglo-saxon. Il ne voit pas de contradiction à combattre à la fois l'islamophobie et la transphobie. Pas comme les musulmans américains, vous savez, qui ont dégagé une communauté LGBT après que cette dernière lui ait permis de s'implanter et de prendre le contrôle de la ville. Le Premier ministre écossais, champion de l'intersectionnalité woke, proche des réseaux fréristes d'ailleurs, faisant des appels à la prière, dont l'épouse est une activiste palestinienne, fait publier un décret d'application de la loi sur les crimes haineux qui étend la loi contre la haine raciale à la religion, l'identité transgenre, l'orientation sexuelle, l'âge et le handicap. Résultat,
Résultat, interrogé dans la foulée sur le cas J.K. Rowling, la ministre écossaise des victimes et de la sécurité communautaire, tout un programme, a estimé que les propos de la créatrice d'Harry Potter pouvaient faire l'objet d'un signalement dans le nouveau cadre législatif. J'ai hâte d'être arrêté, a répondu l'intéressé, cible de menaces de mort depuis des années pour avoir notamment affirmé qu'être une femme était une question de biologie. Pas mal, non ? L'Europe est parcourue aujourd'hui par des crimes communautaires. En Suède, Mohamed Amin Abdirizek Ibrahim, Reprenez votre souffle, là. 21 ans, accusé du crime d'honneur commis sur la personne de Saga, 20 ans, lourdement enceinte, ne voulait pas dire à sa famille qu'il avait une relation avec une non-somalienne blanche et non musulmane. Il aurait donc assassiné. Saga a été retrouvée morte étranglée dans un appartement d'Örebro le 29 mars dernier. Elle était enceinte de 7 mois d'un garçon en bonne santé qui est également mort dans l'utérus lors du meurtre. Mohamed Amin avait caché sa relation avec Saga, d'origine thaïlandaise, à sa famille et voulait qu'elle avorte. Mais elle avait refusé de le faire. La mère du meurtrier avait avant la tragédie, des propos définitifs. Ne viens pas me voir, je ne suis plus ta mère, je suis musulmane et somalienne, avait-elle écrit dans un message. Ne va pas voir une fille blanche. Quel bon garçon. Non seulement il a obtempéré, mais il l'a même tué. Tiens, encore Montpellier, une ville où il fait décidément bon vivre suite au règne du socialiste Georges Frêche et ses successeurs. Un homme passé à tabac par 3 individus au sein de son domicile sous le regard médusé de sa femme et de ses 2 enfants. 2 frères âgés de 16 et 17 ans se sont présentés à la porte du quadragénaire accompagnés d'un ami âgé de 18 ans pour demander des comptes. Le père de famille aurait sermonné un jeune qui harcelait son fils. La victime a reçu 2 coups de couteau à la fesse, lui provoquant notamment une balafre de 10 cm ainsi que des coups d'antivol au niveau du crâne, nécessitant plusieurs points de suture au-dessus de l'arcade. Le trio a quitté les lieux en lui crachant dessus, en le menaçant et en criant « On est des Algériens, on va revenir ». À Viry-Châtillon, c'est Chamseddine, un collégien de 15 ans, passé à tabac par 3 racailles encagoulées dans une ruelle proche de son établissement scolaire qui vient de décéder. Et à Tours, 5 jeunes filles âgées de 11 à 15 ans lynchent une adolescente de 14 ans et filment la scène. Je me plais à imaginer, Lara, quelques gauchistes égarés sur la bande FM écoutant cette chronique, la bave aux lèvres devant pareil florilège. Et oui, les amis, bienvenue dans le monde réel. Et un clandestin sénégalais se disant musulman a été interpellé pour apologie du terrorisme et pour avoir menacé de brûler l'église Notre-Dame de la Voie à Athis-Mons, dans l'Essonne. Le samedi, veille de Pâques, indique une source policière. Peu avant 19h, il s'est introduit dans l'église, s'est adressé à une paroissienne en se disant musulman, lui affirmant avoir des visions et en la prévenant que l'édifice religieux allait brûler dans les 3 mois avant de quitter les lieux. Allez Lara, on termine en forme de raccourci. Nice, il refuse d'obtempérer, s'enfuit en voiture et tente d'écraser les policiers qui ouvrent le feu. Le suspect fait l'objet d'une OQTF. Mais en même temps, à Lyon, les écologistes vantent l'abaissement de la vitesse à 30 km/h qui aurait permis de réduire le nombre d'accidents. On devrait faire mieux, interdire aux honnêtes gens la conduite automobile, étant entendu que cette même loi appliquée à la racaille ne sert strictement à rien. On fait déjà la même chose avec les interdictions sur les armes à feu qui désarment les braves gens et facilitent en retour le travail des voyous. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Voilà, vous pouvez retrouver votre revue de presse tous les samedis et le mercredi sur la chaîne YouTube de Géopolitique Profonde. Et d'ici là, bonne éclipse solaire, c'est lundi 8 avril. Cela s'annonce comme un phénomène unique et spectaculaire. En effet, il n'y a que 2 à 5 éclipses solaires par an dans le monde. Et les éclipses solaires totales, comme celle annoncée le 8 avril 2024, sont encore plus rares. Bon, on ne les verra pas de la France métropolitaine. Oui, donc ça sert à quoi cette annonce, Nicolas? Mais nous avons un public francophone dans le monde entier, là, pas uniquement en France. Ne soyez pas blasés ainsi. Oui, mais enfin, plus blasé que soit. Vous savez, Alain Finkielkraut, apprenant la nouvelle sur BFM, montre son agacement et son indifférence. Il était 12h23 lorsque l'info sur le petit Émile est tombée. Navré de vous couper parce qu'une information vient de nous parvenir sur le petit Émile qui avait disparu. Le procureur de la République d'Aix-en-Provence vient de signaler que les ossements du petit Émile avaient été retrouvés. Voilà cette information qui vient de tomber, explique Benjamin Duhamel. Et Alain Finkielkraut répond « Donc, je m'en vais ». Il a une empathie, Finkielkraut. Allez, merci et bon dimanche.
Wall Street à la hausse, mon cher Andy Bussaglia, cette semaine, qui est avec nous pour cette chronique financière dans le livre journal de Géopolitique Profonde, le fondateur de Mon Bureau Patrimonial. C'est un expert en gestion du patrimoine. Il aide ses clients à obtenir les résultats les meilleurs qu'on puisse imaginer sur notre patrimoine, que ce soit sur le plan juridique, fiscal, financier ou même immobilier. Il est rédacteur, par ailleurs, sur la revue Géopolitique Profonde. Bonjour Andy. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et tous. On est bien content de vous avoir à nouveau sur une émission. Ça fait plaisir de vous écouter aussi, ça fait plaisir de revenir dans votre émission, Nicolas. Voilà, une émission justement dont on consacre quelques minutes aux aspects financiers. Nous allons, si vous le voulez bien, aujourd'hui évoquer avec vous, mon cher Andy, finalement la question générique de la gestion alternative, c'est-à-dire comment capter des performances, saisir des opportunités en se décorrélant un peu des hausses et des baisses, parce que ça va, ça vient. On va pas dire que c'est comme l'amour, les marchés financiers, mais en tout cas, voilà, ça va et ça vient. Et il y a des vagues. Voilà, il y a des vagues. Et donc, il faut être un bon surfeur, entre autres, dans ces cas-là, sur le plan financier. Donc, s'il y a des stratégies alternatives à mettre en place, aujourd'hui, Andy, vous allez pouvoir nous en parler. Tout à fait, avec grand plaisir, Nicolas, pour qu'on puisse parler de ce sujet, parce qu'effectivement, c'est hyper important, et je pense que c'est la question que se pose un certain nombre d'épargnants, comment aller chercher de la performance sur ses placements, sans forcément prendre le risque de s'exposer à la volatilité et au risque de perte en capital qu'on peut avoir sur les marchés actions, par exemple, parce que les marchés évoluent par nature. Vous avez des périodes où ça peut monter fort. Le lendemain, vous pouvez avoir un crack, ça peut descendre assez vite. On dit souvent que les marchés prennent l'escalier pour monter et puis ils prennent l'ascenseur pour descendre. Donc les choses peuvent évoluer assez vite. Et ça, c'est la question qu'on se pose effectivement. C'est la question comment on fait, parce que on va tout de suite enlever on va tout de suite préciser le fait qu'il n'existe pas de solution magique. Évidemment, c'est surfer sur les marchés financiers. Même si on peut être talentueux et chanceux, ça réussit pas forcément à tous les coups, forcément. Ça peut être une gymnastique très compliquée, et donc il faut, je pense, rester prudent, constituer un portefeuille avec une bonne harmonie. Il faut bien regarder ce qu'on intègre en portefeuille, se poser des questions justement des corrélations entre les différentes choses qu'on assemble dans un portefeuille, et essayer de faire des scénarios pour voir en fonction de la réalisation de tel ou tel scénario comment ça peut évoluer. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit focus sur la gestion alternative, qui est en fait... Alors, je pense que je vais aujourd'hui mettre beaucoup de pièces dans le cochon, parce qu'il y a beaucoup d'anglicismes, parce que là, on va... Amenez-moi le cochonnet. Voilà, amenez le cochonnet, parce que là, je vais passer à la caisse, effectivement. Là, on va être dans l'univers financier qui est très anglo-saxon, et donc il y a beaucoup d'anglicismes, effectivement. Donc, je vais essayer de traduire au maximum. Donc, stratégie alternative, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est tout simplement des stratégies dans lesquelles on n'est pas directionnel par rapport au marché. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément... quand on est sur ces stratégies, on n'a pas forcément besoin que les marchés montent pour faire de la performance. D'accord. Et on peut même avoir des baisses sur les marchés et ne pas les subir, ou les subir beaucoup moins que le mouvement de baisse qu'on peut constater sur les marchés. Donc, comment ça se matérialise en pratique ? Alors, je vais vous donner deux exemples de stratégies alternatives. On va parler de l'approche event-driven, et là, je vais mettre déjà une pièce dans le cochonnet. C'est pas si vous traduisez. Si vous nous traduisez, ça ira. Allez, event-driven, ça veut dire une stratégie qui va être menée en fonction d'événements qui se passent sur les entreprises. Donc, on entend par là des événements de fusion-acquisition, par exemple. C'est-à-dire que là, pour aller sur ce type de stratégie, moi, personnellement, je fais intervenir des sociétés de gestion qui sont expertes en la matière, et donc qui vont aller détecter les opportunités de fusion-acquisition sur les marchés, et qui vont aller investir
uniquement sur ces quand on peut anticiper un événement de ce type sur telle ou telle action. Et donc ça permet quand vous avez une annonce de rachat d'entreprise, par exemple, eh bien, l'idée ça peut être de se positionner sur quand vous commencez à avoir des rumeurs assez bien fondées d'un rachat potentiel, eh bien vous achetez effectivement la société qui a vocation à être rachetée par le repreneur, par la société qui en fera l'acquisition, et du coup vous pourrez capter la performance de la hausse de la valeur de l'action si l'opération se réalise effectivement, et avec en général un profil risque assez réduit, étant donné que alors ça c'est dans les gestions que ça va se réaliser. L'idée c'est vraiment de pouvoir répartir le risque et répartir les opérations pour que voilà, si vous avez une fusion-acquisition qui va pas à son terme, pour pas que ça impacte trop la valeur du portefeuille. Mais ça peut être un exemple de stratégie où on se décorrèle un petit peu de ce qui se passe sur les marchés financiers. On est vraiment dans le thème de la microéconomie, de l'actualité des sociétés en elles-mêmes. Donc c'est vraiment s'intéresser aux sociétés en elles-mêmes. Qu'est-ce qui se passe dans leur gestion, au niveau de leur capital, et comment est-ce qu'on peut profiter de ces mouvements-là. Je vais vous donner un autre exemple qui peut être la stratégie long-short. Donc je vais là aussi traduire. Le long-short, c'est les positions longues sur les marchés, c'est quand on est acheteur, et les positions short, ce sont les positions courtes, c'est quand on est vendeur d'une action. Parce que vous savez que sur les marchés, finalement, on peut acheter des actions, mais quand vous êtes intervenant société de gestion, que vous avez l'agrément, vous pouvez également parier contre les marchés ou parier contre certaines sociétés. Donc on va enlever toute notion de cynisme là-dedans. C'est le rôle des marchés. C'est un instrument qui permet le fonctionnement normal des marchés. Il n'y a pas forcément de mal à parier contre une entreprise ou un secteur s'il y a des raisons fondamentales et si ça permet de trouver le bon prix au final. Oui. C'est ce qu'on appelle la découverte des prix sur les marchés financiers. Mais en tout cas, les stratégies long-short, donc les stratégies qui sont capables à la fois d'acheter des actions et de vendre des actions, eh bien ça peut avoir pour intérêt de se décorréler de ce qui se passe sur les marchés, d'enlever de la directionnalité, parce que vous pouvez acheter une action et en vendre une autre en parallèle. Si vous pensez que telle action va monter, vous l'achetez. Si vous pensez que telle autre action va baisser, vous la vendez. Et ce faisant, vous pouvez neutraliser le risque marché global. C'est-à-dire que vous aurez simplement la performance qui sera issue de l'écart de l'évolution de la valorisation entre les deux sociétés que vous aurez sélectionnées, celle que vous aurez achetée, celle que vous aurez vendue. Vous jouez uniquement en fait sur les écarts de cours. Oui. Vous ne prenez plus la directionnalité du marché. Et donc ça peut avoir un intérêt effectivement dans une stratégie. Vous avez des fonds qui font ça qui mènent ça avec un grand doigté et qui savent vraiment mettre en œuvre ce type de stratégie et qui font des performances récurrentes. Je dirais, quelles que soient les conditions de marché, parce que là, on va là encore être plutôt dans la microéconomie, on va s'extraire un petit peu de la macroéconomie, et on va vraiment aller s'intéresser aux sociétés, à ce qui se passe sur les sociétés, vraiment très concrètement. Voilà, d'essayer de voir sur quelle société j'investis, et au contraire, sur quelle société je vais me positionner en vent contraire. Voilà. Il y a un travail en amont. Il y a vraiment un travail de sélection des sociétés et c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc là, vous avez deux exemples de stratégies alternatives. Donc vous avez d'autres stratégies de ce type qui existent en la matière. Et donc, quand vous assemblez différentes expertises, donc moi, c'est mon rôle d'aller dénicher justement les meilleurs experts dans chaque domaine et dans chaque expertise de gestion. Quand vous constituez un portefeuille avec plusieurs expertises de ce type-là, ça vous permet de réduire considérablement les risques, de diversifier les expertises de gestion et de pas forcément s'exposer au sens des marchés, parce que c'est vrai qu'on reste sur des niveaux de marché qui sont assez élevés, les niveaux de valorisation sont élevés, on n'a pas forcément envie de parier sur une hausse continue des marchés actions, on a plutôt envie de se protéger des baisses. Et bien dans ce cadre-là, les méthodes de stratégie alternative peuvent avoir de l'intérêt. Eh ben, c'est très bien. Merci beaucoup, Andy Bussaglia, fondateur de Mon Bureau Patrimonial, qui est expert en gestion du patrimoine et rédacteur par ailleurs du magazine Géopolitique Profonde. On est toujours très heureux de bénéficier
Des conseils généralistes, évidemment, on le dit, on le répète, sur Radio Courtoisie, il n'est pas question de donner des conseils financiers directs, absolument pas. On fait de l'information généraliste et on le fait par contre avec des experts certifiés qui ont déjà fait leurs preuves sur le marché. C'est le cas d'Andy Bussaglia. Merci à vous. C'était un plaisir d'être avec vous, Nicolas. Merci à vous. Merci Andy Bussaglia et à dans 2 semaines. Et ce, depuis de nombreuses années. Alors, pour éventuellement les téléspectateurs de la chaîne YouTube de GPTV, dont je suis désolé qu'ils voient en général plutôt mon crâne que mon visage, c'est les studios qui sont ainsi faits. Mais ça va changer, ça va changer. Sachez que Laurent Arthur Duplessis fut journaliste au Figaro Magazine, et ce de 78 à 91. Oui. Vous avez par ailleurs dirigé la publication du CRI du contribuable et des dossiers du contribuable qui sont des organes de contribuables associés. Tout à fait. Ancien élève à la fois de Sciences Po Paris et puis de l'IFP, donc le journalisme, l'Institut français de presse. Et puis de Paris 2 en droit, où j'ai fait une licence, un master de droit public. Ça ne vous a pas suffi à Sciences Po. Et puis une licence de philo à Paris 4 aussi. Ah, une licence de philo. Oui. Je suis entré en 3e année de philo par le fait d'avoir un master en droit. Et puis j'ai donc passé les examens de philo de Paris 4. La philo étant une de mes passions quand même. Vous n'avez pas poussé jusqu'à un mémoire de DEA ou une thèse parce que après, je suis entré au Figaro Magazine et puis une occasion se présentait, à vrai dire. Alors, j'ai sauté dessus, quoi. Bah oui, ça, on peut le comprendre. Alors, vous avez d'abord publié, parce que vous publiez beaucoup, un roman, d'abord de terrorisme fiction. Oui, tout à fait, avec un ancien élève de l'école des mines qui avait des accointances au commissariat... Jean-Luc Barrault. Oui, au commissariat à l'énergie atomique. Ah oui. Et qui m'avait proposé de mettre en forme un roman à partir d'un scénario de terrorisme fiction très étayé sur le plan scientifique. Le fou d'Allah. Validé par les experts du commissariat à l'énergie atomique et qui était basé sur l'idée qu'un terroriste islamiste avait déposé 1 kilo de cobalt 60 dans le coffre-fort au sous-sol d'une banque à 100 mètres des bâtiments du Premier ministre, rue de Varennes. Et alors, le terroriste en question a succombé parce qu'il a quand même pris des radiations, bien que le kilo de cobalt 60 était enfermé dans un caisson en plomb très épais, mais quand même. Et puis, petit à petit, on voit les gens tomber malades dans les alentours, on ne comprend pas ce qui arrive, jusqu'au moment où on finit par comprendre qu'il y a des radiations. Alors, les services spécialisés envoient des robots, etc., pour enlever la charge, mais il y a un effet de démultiplication dans l'opinion publique. Et c'est là toute la portée de cet attentat qui fait très peu de victimes en soi, parce que le kilo de cobalt 60 ne rayonne pas très 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 loin. C'est pas du Novichok. C'est pas du Novichok, mais alors c'est l'effet démultiplicateur sur les foules, sur les Parisiens, et dont beaucoup pensent qu'ils sont exposés alors qu'ils sont très très loin par rapport à la source, mais ils s'en vont, ils quittent Paris. Et puis alors même à l'échelon international, puisque ça fait l'actualité mondiale, et du coup des sortes de psychoses peuvent s'installer dans diverses villes. Donc c'est l'étude en quelque sorte psychologique de l'impact possible d'un acte de terrorisme islamiste à base de bombe sale, comme on dit, puisque ce n'est pas une explosion atomique, c'est simplement une poudre radioactive qui envoie des radiations toxiques. Alors, c'était écrit il y a plus de 20 ans. C'était aux éditions Pierran, c'est ça ? Pierran. Pierran. Oui. C'est encore, on peut encore se le procurer ? Oui, on peut le commander encore, je crois, sur Amazon. Et
et sur Fnac. Alors, votre éditeur, j'ai envie de dire historique, Jean-Cyril Godefroy, et là, vous avez écrit de nombreux essais des ouvrages qui croisent la géopolitique et l'économie, hein, ça c'est une de vos marques de fabrique, Laurent Arthur Duplessis, pour établir des prévisions à rebours, souvent de la pensée dominante, et qui, pourtant, se sont révélées justes pour l'essentiel. Hélas, oui. Le titre de mon premier essai, alors je l'avais proposé au futur. La Troisième Guerre mondiale a commencé en octobre 2002. Mon éditeur a préféré un passé composé parce que c'était plus... Ça fait 22 ans. Voilà. Mais l'idée était bien que la période irénique proclamée par Fukuyama, la fin de l'histoire, le fait que la démocratie allait faire tache d'huile sur l'ensemble de la planète et ainsi établir les bases d'une paix universelle et éternelle, je prenais le contre-pied complètement de cette doxa. Il s'avère qu'à l'époque, effectivement, j'étais très détonnant, il faut bien le dire, et j'estimais qu'il y a une observation qu'on peut faire à travers les millénaires, aussi loin que porte le regard sur l'histoire de l'humanité. Oui. C'est qu'il n'est pas de réorganisation majeure du monde qui puisse s'accomplir sans la guerre et sans de grands tumultes guerriers. Or, déjà à l'époque, en 2002, il y avait une réorganisation majeure du monde qui était en cours. L'Union soviétique s'était écroulée. L'Empire américain semblait à jamais triomphant, mais en même temps, il y avait déjà les prémices d'un terrorisme islamiste dont on a vu les développements avec l'État islamique, Daesh par exemple, au Moyen-Orient, et la renaissance actuelle d'ailleurs de Daesh. Et puis, d'autre part, il y avait l'ascension de la Chine qui venait d'entrer dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001, mais qui apparaissait comme l'étoile montante dans la constellation internationale qui allait être, à un moment donné, la concurrente de l'Empire américain. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le face-à-face de part et d'autre du Pacifique entre le géant américain et le nouveau géant qu'est la Chine est lourd de potentialités guerrières considérables. Et c'est au point que dans les académies militaires américaines et chinoises, les officiers font des exercices militaires dans l'optique de ce qu'ils estiment être l'inexorable et futur affrontement américano-chinois dans l'Indo-Pacifique. Alors, voilà, justement, j'ai envie de dire que vous êtes un disciple de l'Aède Homère, hein, l'Iliade commence par une guerre, en effet, et l'Odyssée humaine, c'est ensuite. Mais en effet, il y a toujours cette guerre qui est à l'origine, qui est à la fois qui termine quelque chose et qui est surtout à l'origine de quelque chose de nouveau. Et ça, c'est un paradigme particulièrement saisissant et qui en effet va totalement à l'encontre de Francis Fukuyama et vous rapproche plus finalement des chocs des civilisations d'Huntington. Alors tout à fait. Le général de Gaulle disait l'épée est l'axe du monde, effectivement, et on voit que cet axiome se vérifie toujours. Je suis proche de Samuel Huntington dans le sens que, comme lui, je pense qu'il y a dans une certaine mesure un choc des civilisations. Néanmoins, évidemment, ce n'est pas le seul facteur des relations internationales. Il y a des complexités liées au fait qu'il y a le croisement du choc de civilisation avec des intérêts nationaux contingents. Donc, il y a un croisement d'influences et de facteurs. Néanmoins, il est certain que Huntington avait vu juste quand il
parlait en 1993 et 1995 de la réindigénisation du monde. C'est-à-dire, disait Huntington, que les ères de civilisation retournent dans une certaine mesure à leurs fondamentaux, ce qui en soi n'est pas d'ailleurs regrettable, mais néanmoins, il y a aussi là des facteurs de tension. J'en veux pour preuve, par exemple, la montée des tensions qu'il y a chez un autre géant, l'Inde, 1,4 milliard d'habitants aussi, subcontinent indien, les tensions qu'il y a entre la population hindoue de l'Inde et la population musulmane de l'Inde. Il y a 180 millions de musulmans en Inde sur ces 1,4 milliard d'habitants. Il y a un hindouisme renaissant qui peut être extrêmement virulent. Et en face, il y a un islamisme renaissant qui, et ces deux mouvements renaissants, ces deux tendances réémergentes, se font face d'une manière de plus en plus tendue en Inde. Mais on voit aussi d'autres tensions se développer sur les pourtours du monde musulman, qu'il soit chiite ou sunnite, et notamment, effectivement, on voit des tensions avec le monde chrétien au Moyen-Orient, un monde chrétien qui est en voie de rétraction au Moyen-Orient parce que les brimades qui s'exercent contre lui sont intenses. Elles sont peu traitées dans les grands médias occidentaux, notamment en France. Elles passent presque inaperçues, mais ces brimades sont tout de même très traumatisantes pour des populations chrétiennes qui désertent depuis quelques décennies le Moyen-Orient, qui fut pourtant le berceau du christianisme. Alors vous êtes un spécialiste d'ailleurs de ces questions, islam-Occident, la guerre totale, vous l'avez écrit en octobre 2004, 10 questions sur la Turquie et 10 réponses dérangeantes, c'était en avril 2005, l'Iran dans la Troisième Guerre mondiale, en plus donc du théâtre européen dont on parlera tout à l'heure, du Pacifique, vous êtes aussi donc spécialiste de ces questions liées à la confrontation et au djihad, le djihad à la conquête du monde. Et d'ailleurs, vous êtes un spécialiste en particulier d'Erdogan. Oui, alors Erdogan, dont j'avais parlé dans des questions sur la Turquie et des réponses qui dérangent, paru en avril 2005, où à l'époque régnait une sorte d'euphorie concernant Erdogan et l'AKP, le Parti de la justice et du développement. En effet, à l'époque, la doxa en Occident était que Erdogan incarnait l'avenir de relations apaisées entre l'islam et l'Occident par le fait qu'il distillait un discours favorable à la démocratie, à l'Union européenne. Erdogan avait tourné le dos à son mentor Necmettin Erbakan, qui était la figure tutélaire du monde musulman turc jusque-là. Erdogan lui avait tellement tourné le dos à Erbakan que Erbakan et lui se sont fâchés. Erbakan a pris ça très mal. Et Erdogan, que je tiens pour un génie politique dans son genre, dans son genre, comme vous dites, avait justement ulcéré Erbakan parce qu'il avait trouvé que les interventions récurrentes de l'armée turque lorsque les islamistes s'approchaient trop du pouvoir étaient rédhibitoires et qu'elles empêcheraient les islamistes de véritablement exercer de manière durable le pouvoir. Donc il fallait faire autrement que ce qu'avait fait Erbakan jusque-là. Il fallait prendre position pour l'Union européenne, alors qu'Erbakan était contre. Il fallait prendre position pour une démocratie à l'occidentale, alors qu'Erbakan répudiait cette formule. Et il fallait avoir l'air, donc, en quelque sorte, d'un occidental, ce qui faisait horreur à Erbakan. Et effectivement, ça a très très bien marché, puisque ça a apaisé les craintes des capitales occidentales et ça a conduit
Washington, et aussi Washington principalement, Washington, le gros bailleur de fonds de l'armée turque et de la Turquie, Washington a ordonné à l'armée turque, traditionnelle gardienne de la laïcité, de ne pas jeter hors du pouvoir par un nouveau coup d'État l'AKP, arrivé au pouvoir donc en 2002 par les élections législatives. Et effectivement, ça a permis à Erdogan de se maintenir au pouvoir. Dans un premier temps, Erdogan a eu un autre coup de génie, c'est que justement et corollairement, il a utilisé les critères de Copenhague, les critères de l'Union européenne, les critères de Copenhague qui exigent des candidats à l'entrée dans l'Union européenne qu'ils développent la démocratie, le pluripartisme, les libertés publiques. Erdogan a favorisé l'essor des libertés publiques dans un premier temps. Mais pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour pour empêcher l'armée turque, gardienne de la laïcité, d'exercer un despotisme éclairé, si on peut dire, c'est-à-dire de préserver cette laïcité par des méthodes autoritaires. Et en effet, l'armée turque disposait d'une sorte de gouvernement parallèle jusque-là, qui exerçait en quelque sorte la réalité du pouvoir dans bien des domaines. Alors, les libertés publiques étant développées par Erdogan, l'armée turque s'est retrouvée privée de ses leviers. Et une fois tous les leviers de l'armée turque supprimés grâce à l'essor des libertés publiques, Erdogan a fait volte-face. C'est ce que j'écrivais en avril 2005. À l'époque, ça paraissait surréaliste, mais c'est bien ce qui s'est fait après. C'est-à-dire qu'à partir de 2007-2008, Erdogan s'en est pris ouvertement à l'armée turque, notamment en fabriquant le fameux complot Ergenekon, qui était soi-disant... Pour vous, c'est lui qui a fabriqué assez largement faux coup d'État avec les... Il y avait l'armée de l'air, entre autres, c'est ça? Oui, avec la complicité des juges gulenistes de Fethullah Gülen, qui à l'époque était avec l'AKP, avait aidé l'AKP à arriver au pouvoir, lui avait donné une caution islamiste. Et les gulenistes avaient fourni beaucoup de juges à l'appareil judiciaire turc, parce que les gulenistes étaient très férus d'éducation et d'érudition et fournissaient beaucoup de bons candidats au concours administratif. Et donc, avec la complicité des juges gulenistes, beaucoup d'officiers supérieurs de l'armée turque ont été mis en prison à l'époque. Et Erdogan a décapité la direction kémaliste de l'armée turque à l'époque. Et puis, il a commencé aussi à incarcérer un certain nombre d'opposants, journalistes, artistes, syndicalistes, etc. Et puis, ensuite, en 2013, à l'occasion d'émeutes anti-AKP, Erdogan s'est retourné contre les gulenistes qui l'avaient entre-temps mis en cause, lui et son entourage, pour la corruption, notamment corruption immobilière, qui était extrêmement développée sous l'égide de l'AKP. Et de son gendre, je crois. Et de son gendre, absolument. Et donc, Erdogan a été un grand bétonneur dans Ankara et Istanbul et d'autres villes. Et alors là, les gulenistes, du nom de Fethullah Gülen, dont le chef était en exil aux États-Unis, les gulenistes ont été à leur tour mis en prison par Erdogan, qui a également fait des réformes constitutionnelles, ce qui l'a amené à être titulaire de l'hyperprésidence. Il a fini par enlever le poste de Premier ministre qui pouvait être encore un obstacle sur la route du pouvoir absolu. Et donc Erdogan est ainsi devenu l'hyperprésident que nous connaissons aujourd'hui. Et en même temps, les prisons turques débordent de détenus
qui étaient l'élite, en quelque sorte, kémaliste, et qui étaient, je dirais, d'une certaine manière, une élite intellectuelle, artistique, médiatique de la Turquie. C'est-à-dire qu'en réalité, les opposants en Turquie sont le plus souvent ou en prison ou en exil. Et la Turquie est devenue on peut dire, cette dictature dans une certaine mesure. Alors les dernières élections municipales ont tout de même été pour l'AKP, le Parti de la justice et du développement au pouvoir, un relatif échec, effectivement. La plupart des grandes villes sont tombées au moins aux mains de l'opposition CHP, le parti kémaliste, centre-gauche, pourrait-on dire. Relativement laïque, je dis relativement, parce que même le CHP a été obligé d'atténuer son laïcisme dans un climat islamiste renaissant en Turquie. Mais il faut dire aussi que le CHP a pu faire tomber un certain nombre de maires de l'AKP avec le concours d'un nouveau parti dirigé par le fils d'Erbakan. Erbakan est mort en 2011. Et ce nouveau parti nourrit un islamisme beaucoup plus virulent que l'islamisme de l'AKP. Donc c'est un petit peu une victoire en trompe-l'œil pour la laïcité turque, dans le sens que cette victoire a été possible aussi parce que le Yeni Partisi, ce nouveau parti islamiste pur et dur, a commencé à émerger sur la scène politique turque et a pris des voix à l'AKP, et notamment parce que l'AKP est jugé suspect par certains électeurs musulmans maintenant parce qu'il continue à entretenir des relations commerciales avec Israël, a même aidé indirectement à l'effort de guerre israélien. On va en reparler de ça, justement. Tout en ayant un discours de soutien à Gaza, etc. Et puis aussi, il faut bien le dire, parce que l'AKP, qui en 2002 apparaissait comme le parti de la vertu de la lutte anticorruption, et dénonçait en 2002 la corruption, l'AKP, eh bien, il a été à son tour saisi par les délices de Capoue. L'image d'incorruptible a été remplacée, il faut le dire maintenant, par un spectacle de grande corruption de ses élus, de ses représentants. Et donc c'est ce nouveau parti maintenant, le Yeni Partisi, qui semble le dépositaire de la pureté islamiste qui se cherche. Oui, l'islam travaille toujours évidemment ce type de pays. C'est un État dictatorial, dites-vous, à l'intérieur, État voyou, vous n'hésitez pas à le dire à l'extérieur. C'est en particulier au cœur de la Troisième Guerre mondiale, aux éditions Jean-Cyril Godefroy, un auditeur me demandait de le rappeler, donc Laurent Arthur Duplessis, son dernier ouvrage, Au cœur de la Troisième Guerre mondiale, édition Jean-Cyril Godefroy. État voyou et guerre en perspective. Bon, vous avez parlé un peu d'Israël. On pourrait, mais on n'aura pas le temps de tout évoquer, parler du lien évidemment entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, voir comment tout ça se joue avec l'Iran. C'est écrit c'est un grand intérêt à lire, donc justement dans votre dernier ouvrage. Moi, j'aimerais plutôt qu'on insiste sur un autre risque de conflit avec cet État voyou, qui est devenue la Turquie d'Erdogan. C'est en Méditerranée orientale, vis-à-vis de la Grèce, mais aussi des tensions importantes avec la France. Bon, vous en parlez dans votre livre. Il y a des espèces de volonté de s'accaparer des bandes entières de mer en Méditerranée. Et ça, dites-vous, c'est gros de futures guerres dont vous dites elles sont plus ou moins inéluctables avant 10 ans. Oui, parce qu'il faut savoir que la Méditerranée orientale, depuis 2010-2012, a livré des trésors
disons que les compagnies gazières ont découvert depuis 2010-2012, à la faveur des progrès de la technologie d'extraction offshore, qui est progrès gigantesque, ont découvert des gisements gaziers fabuleux, vraiment extraordinaires, dans toute la Méditerranée orientale, et d'ailleurs, ces découvertes sont toujours en cours. Toutes les zones n'ont pas encore été complètement explorées, loin de là, et donc il y a toujours des explorations en cours. Alors ça a déchaîné évidemment les passions, parce que en effet, le droit maritime découpe les surfaces maritimes en zones d'expansion économique, les ZEE. Ces zones d'expansion économique sont établies notamment grâce à la Convention de Montego Bay de 1982, en fonction d'un certain nombre de critères métriques ou kilométriques, et notamment d'équidistance quand les deux pays sont rapprochés, ou sinon en fonction de calculs qui portent jusqu'à 570 km, etc. Donc, la Grèce, évidemment, par sa répartition géographique dans les multiples îles de la mer Égée et de la Méditerranée orientale, a un espace, une zone d'expansion économique énorme. Et oui. Et absolument énorme. Et ça, c'est notamment le résultat du traité de Lausanne de 1923. C'est ça. Que Ankara conteste vigoureusement. Et quand Kemal Atatürk avait accepté de signer ce traité de Lausanne, les zones d'expansion économique en Méditerranée, ça n'avait aucune importance à ses yeux, puisqu'à l'époque, il était impensable d'aller chercher du gaz ou du pétrole dans des abysses, dans les fosses méditerranéennes qui sont quand même assez profondes. Et de toute façon, l'extraction offshore n'existait pas vraiment encore à l'époque. Donc, il n'y avait qu'un intérêt plutôt halieutique, simplement, et Kemal Atatürk avait tout intérêt à signer ce traité de Lausanne, qui lui donnait par ailleurs d'autres douceurs. Mais voilà qu'avec le gaz offshore, ça devient évidemment pour la Turquie extrêmement frustrant d'avoir une zone d'expansion économique confinée par celle de la Grèce, celle de Chypre, et évidemment, alors, il y a la Syrie, Israël, etc. Alors, en 2020, il y a eu des tensions extrêmement fortes en Méditerranée orientale, parce qu'en effet, un navire d'exploration turc circulait dans la zone d'expansion économique, notamment de Chypre, et les Grecs eux-mêmes, par l'île de Castellorizo, qui est à 3 km des côtes du sud de la Turquie, ont eux aussi, là, donc au-delà de la mer Égée, en Méditerranée orientale, une zone d'expansion économique considérable. Donc, évidemment, ce qu'a fait Erdogan, c'est de violer ces zones d'expansion économique en faisant escorter ce bateau de forage par des navires de guerre turcs. Il y a eu des accrochages extrêmement importants, notamment avec la marine grecque. Il y a eu même une collision de bateaux. Et il faut dire que là, d'ailleurs, la France a eu un comportement intéressant, puisqu'en effet, Macron a ordonné à 2 Rafales et 2 unités de surface de la marine nationale de se porter aux côtés de la marine grecque, ce qui était une façon de dire à Erdogan, si vous attaquez la marine grecque, vous attaquez la marine française, donc vous vous attaquez à la France. Et on est entre puissances de l'OTAN. Et ça a beaucoup joué, il faut dire. Mais ils ont illuminé pourtant, les frégates françaises. Alors là, oui, tout à fait, le Courbet. Alors là, c'était
pas pour le gaz offshore, c'était parce que le Courbet, dans le cadre d'une mission de l'ONU, et le Courbet voulait contrôler un cargo turc qui faisait constamment des allers-retours entre la Turquie et le port libyen de Misrata. Ouais. Ce cargo turc avait été bien repéré déjà. Un navire grec, je crois, avait voulu le contrôler et les escorteurs militaires turcs l'avaient déjà dissuadé de le faire. Et là, le Courbet, frégate française, s'approche de ce cargo pour lui intimer l'ordre de stopper les machines et de laisser monter à bord les inspecteurs français. À ce moment-là, un escorteur militaire turc illumine par 3 fois le Courbet. Il faut savoir qu'une illumination, c'est l'envoi d'un rayonnement électromagnétique sur la cible et qui prélude normalement au tir immédiat d'un missile. Il a fallu, je crois, le sang-froid du capitaine du Courbet pour pas tirer préventivement, j'irais, et essayer d'anéantir l'ennemi, pourrait-on dire. Ça a été de la part du navire turc un acte de guerre. Et heureusement, il n'a pas tiré son missile. Néanmoins, le bateau français a fait demi-tour. Il n'a pas pu accomplir sa mission onusienne. Il n'a pas pu inspecter le cargo. Or, ce cargo, il était très repéré parce qu'il était bourré de chars, de canons, de matériel lourd pour les milices islamistes mises à disposition par Erdogan du gouvernement de Tripoli. Il faut savoir qu'il y a un bicéphalisme gouvernemental en Libye. Il y a d'un côté un gouvernement officiel ayant une reconnaissance internationale, mais qui est complètement sous la domination de milices islamistes, et qui est aidé d'ailleurs par des mercenaires islamistes recrutés par Erdogan dans la province d'Idleb, en Syrie, et qui sont des islamistes purs et durs. Et puis vous avez Haftar de l'autre côté, c'est ça? Et voilà. Haftar, Et le cargo turc ne cesse de ravitailler en matériel de guerre les milices islamistes par le port de Misrata, qui ont beaucoup contribué à la défaite d'Haftar, aux insuccès d'Haftar. Alors, Laurent Arthur Duplessis, il nous reste une quinzaine de minutes. J'ai une multitude, parce qu'évidemment, c'est une merveilleuse synthèse que ce Au cœur de la Troisième Guerre mondiale aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et j'ai encore au moins 3 questions. Et il va falloir les traiter en moins de 15 minutes. Donc je vous demanderai d'essayer de faire preuve de l'esprit de synthèse le plus important. D'abord, dans ce livre, ce que l'on aime aussi, outre votre érudition, ce sont vos lettres classiques, j'ai envie de dire. Vous parlez du piège de Thucydide. Finalement, on ne comprend le temps présent qu'en ayant bien étudié les temps les plus reculés. On parlait d'Ilion en feu tout à l'heure. Le piège de Thucydide, on le sait, c'est lorsqu'une puissance montante s'affronte avec la puissance dominante. On a eu ça entre Sparte et Athènes. Et vous l'expliquez, on va, avant d'arriver vraiment sur le théâtre européen, faire peut-être un dernier détour au Pacifique. Et là, dites-vous, surtout si c'est aidé, je ne sais pas si on aura le temps de l'évoquer, par la crise mondiale financière qui vient et dont vous parlez souvent dans vos ouvrages et que vous croisez justement avec la géopolitique, eh bien là est le cœur, probablement, même si on a un conflit chaud actuellement en Europe, le cœur de la Troisième Guerre mondiale qui vient, qui est déjà là, qui est déjà en partie installé, dites-vous, c'est bien dans ce Pacifique, parce que là, vous avez la puissance dominante, les États-Unis, et puis la puissance montante, la Chine. Tout à fait. Alors, le piège de Thucydide, c'était Sparte qui s'inquiétait de la croissance d'Athènes, thalassocratie, s'équipant de plus en plus d'une armée. Il y avait eu le précédent des guerres puniques aussi, où Rome s'inquiétait de la montée de Carthage, puissance commerciale nouvelle, colonisant la Méditerranée. Il y a eu 3 guerres puniques qui ont fini par la destruction de Carthage par Rome. Et puis, on peut dire d'une certaine manière que
dans les années ayant précédé 1914, l'Empire britannique s'inquiétait de l'essor de cette nouvelle puissance industrielle qu'était l'Allemagne. Et ça a été un des éléments de la guerre de 14. Probablement. Voilà. Et là, maintenant, les États-Unis s'inquiètent de la montée de la Chine. Alors, c'est extraordinaire parce que les États-Unis ont fait monter la Chine dans l'OMC, ce qui a été un pied à l'étrier phénoménal, mais maintenant, ils ne sont pas contents. Alors, effectivement, la guerre russo-ukrainienne d'aujourd'hui a pris des développements qui ennuient Washington. Parce qu'en effet, au départ, Washington se disait, la Russie va s'écrouler, l'économie russe va péricliter, ce que croyait aussi notre ministre de l'économie, sous le poids des sanctions. Et Washington, l'Empire américain, va mettre dans son escarcelle les 17 millions de kilomètres carrés bourrés de matières premières de la Russie, ce qui va permettre d'encercler la Chine et de la mener à récipiscence. Elle sera isolée, elle sera partiellement asphyxiée économiquement, et nous pourrons bien dominer cette Chine et la ramener dans le giron américain et la neutraliser. Moyennant quoi, effectivement, la résilience russe, résilience économique, résilience militaire, résilience politique, Poutine semble solidement installé au pouvoir, etc. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Eh bien, ça embête beaucoup Washington, qui lève le pied, qui commence à dire aux Européens, débrouillez-vous, et nous, on a une autre guerre à mener. Et c'est la guerre avec la Chine. Alors, effectivement, on voit que il y a un découplage, il y a des efforts de découplage de l'économie américaine avec l'économie chinoise. Il y a un retrait d'un certain nombre d'investisseurs déjà occidentaux, un retrait des investisseurs occidentaux donc hors de l'économie chinoise. Et il y a en face, effectivement, un président chinois, Xi Jinping, arrivé à la tête de l'État chinois en 2012, qui lui-même se hérisse le poil vis-à-vis de tout ça, et qui lui-même dope des budgets militaires et des constructions navales notamment, intensives, dans la perspective de mettre la main sur la mer de Chine, qui est un enjeu stratégique fondamental dans la région, qui concerne Taïwan, le Japon, les Philippines, le Vietnam, etc., qui sont tous sur les dents à cause de ça. Et on voit effectivement des tensions maritimes se développer, notamment entre les gardes-côtes chinois et les gardes-côtes philippins, par exemple. Et là encore, les zones d'expansion économique, ZEE, sont violées par les Chinois, ces fameuses ZEE, qui là aussi, pour la mer de Chine, comportent des enjeux de pétrole et de gaz offshore, et aussi d'autres richesses, des nodules de diverses minerais, etc. Sachant que maintenant, les sous-sols marins sont des champs d'exploration. Ils sont accessibles. Et ils sont très accessibles. Et ça devient vraiment maintenant des enjeux économiques majeurs, les sous-sols marins. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous en Polynésie. Oui, car nous avons le deuxième domaine maritime au monde, mais hélas, une marine fantomatique pour contrôler tout ça. Il faudrait que nous construisions des bateaux, nous aussi. Et alors, du coup, donc, il y a cet antagonisme plutôt sino-américain, exacerbé par la mise en danger du dollar, monnaie de réserve mondiale, pilier de la puissance américaine avec l'armée américaine, 40% du budget militaire mondial. Et ces deux piliers, le dollar et l'armée, permettent aux États-Unis de vivre à crédit, de vivre au-dessus de leurs moyens, et ainsi d'avoir un niveau et de consommation et d'investissement dans l'appareil de défense absolument énorme. Mais le privilège monétaire du dollar est en train de s'éroder progressivement. Il est encore bien en place, mais
Mais enfin, il y a un processus d'érosion, c'est comme les falaises, hein, ça finit par reculer. Oui. Et ça inquiète beaucoup les États-Unis. Et la Chine est à la tête, je dirais, de ce mouvement de rébellion monétaire, puisque la Chine, maintenant, achète du pétrole à l'Arabie saoudite et à d'autres pétromonarchies, en le payant en yuan, voilà. la monnaie chinoise, mais une monnaie yuan convertible en or métal. Si bien qu'il y a de plus en plus d'exportations pétrolières, notamment du Moyen-Orient vers la Chine, payé en yuan et plus en dollars. Ça, c'est très grave pour le dollar, parce que Kissinger avait établi en 1973 un ingénieux système pour sauver le dollar des turbulences qui le secouaient après le débassement par rapport à l'or en 1970 par Nixon. Il fallait restabiliser ce dollar qui n'arrêtait pas d'être secoué. Et pour le restabiliser, Kissinger avait dit aux pétromonarchies, bon, je vous laisse faire votre quadruplement de prix du baril, je vous laisse faire, mais vous vous engagez à facturer tout votre pétrole en dollars. Et ça rebasait le dollar sur quelque chose de concret, c'était les pétrodollars. Et ces pétrodollars commencent maintenant à s'évaporer, puisqu'ils sont remplacés par des pétro-yuan de plus en plus. Ça, c'est très grave pour le privilège monétaire du dollar. C'est d'autant plus grave qu'il risque d'avoir un effet d'émulation. Car plus le paiement en yuan va montrer sa crédibilité, plus d'autres candidats au paiement en yuan vont peut-être se manifester. Alors du coup, effectivement, il y a entre les États-Unis et la Chine un antagonisme de fond monétaire, de plus en plus militaire aussi, bien que, effectivement, le budget militaire de la Chine soit moins d'un tiers, ou peut-être plutôt un quart de celui des États-Unis, mais quand même, il est en progression. Et puis aussi, il y a des avancées technologiques chinoises qui sont notamment tributaires et bénéficiaires des avancées technologiques russes. Alors voilà, ça c'est l'axe, on n'en parlera pas, mais vous en parlez au cœur de la Troisième Guerre mondiale aux éditions Jean-Cyril Godefroy, Laurent Arthur Duplessis, c'est l'axe russo-chinois, mariage de raison, dites-vous, plus que mariage passionné, mais justement parce que c'est un mariage de raison, il s'appuie sur de solides intérêts matériels. On aime l'humour aussi de ce livre, Laurent Arthur Duplessis. On aurait pu parler des BRICS, on pourrait parler de tout, puisque tout, c'est une synthèse admirable, ce livre. Mais moi, je veux livrer et je veux vous entendre sur votre conclusion que j'ai trouvée absolument extraordinaire. Et je vais la lire. Elle est très courte. Et pour les auditeurs, ça ne va pas spoiler le livre. Au contraire, ça ne peut avoir donné qu'envie de le lire. Qu'est-ce que vous dites en conclusion ? La Troisième Guerre mondiale arrive à grands pas. Elle sera plus meurtrière que la seconde, qui le fut elle-même plus que la première. Comme les précédentes, elle aura été provoquée par une accumulation d'erreurs cruciales. Et comme elle bouleversera les préséances, les rapports de force et les façons de penser. Cette Troisième Guerre mondiale signera l'échec de l'oligarchie financière mondialiste qui dirige l'Occident. Celle-ci aura perdu toute légitimité. Alors dans quel état l'Europe sortira-t-elle de cette épreuve ? Nombre de ses joyaux architecturaux auront été détruits, ses paysages dévastés. Mais cette tragédie lui aura peut-être légué un formidable renouveau intellectuel, moral, spirituel. Ce sera un réveil après une longue léthargie consumériste. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que il y a dans cette conclusion quelque chose qui est prophétique, qui est probablement prophétique, qui ramasse l'ensemble du sujet. J'ai beaucoup aimé une formule à un moment donné où vous expliquez que les Européens, c'est un peu l'herbivore qui est livré aux puissances carnivores, aux puissances des prédateurs. Quelle conclusion ? Oui, alors effectivement, les grands renouveaux succèdent aux grandes épreuves. Et je crois que l'Europe a donné beaucoup de choses au monde. Elle a été tout de même à l'initiative, je dirais, des grandes évolutions de l'humanité depuis la plus haute antiquité. Oui. Elle a un potentiel humain phénoménal. Elle a des trésors culturels, intellectuels gigantesques. Effectivement, elle est frappée d'apathie
Et notamment, je crois que ce qui a été le pire danger pour la civilisation européenne, c'est la société de consommation. Je crois que ça a été un toxique profond. Je crois que ça a notamment été très délétère pour la spiritualité, pour l'intelligence aussi, d'une certaine manière, et même pour la santé, il faut bien le dire aussi, par bien des côtés, puisque les épidémies d'obésité, etc. Mais cet immense potentiel humain que recèle l'Europe, qui me semble être quand même le premier potentiel du monde, je crois, et verra probablement sa régénérescence se déployer après ces grandes épreuves qui attendent l'Europe. Des épreuves qui attendent l'Europe. C'est probable. On ne peut pas imaginer les choses autrement. C'est ce qui ressortira de cette émission. Merci beaucoup Laurent Arthur Duplessis pour votre collaboration dans ce livre journal de géopolitique profonde. Je le redis, c'était un délice cet ouvrage, édition Jean-Cyril Godefroy, au cœur de la Troisième Guerre mondiale. Et puis on vous donne rendez-vous prochainement sur Géopolitique Profonde TV aussi, probablement. C'est son souhait en tous les cas. Eh bien, merci chers auditeurs de cette écoute. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel invité grand angle, avec une nouvelle revue de presse, avec une nouvelle chronique aussi financière. Et non, je crois plutôt géopolitique. La prochaine chronique que nous aurons samedi prochain. Et bien, je remercie tout le monde. Je remercie donc Laurent Arthur Duplessis, Lara, Stam, Virginie, qui était présente et qui est là juste en face de moi. Vous ne la voyez pas, mais moi je la vois. Et puis, on reste en famille. Et donc maintenant, après ce livre journal de géopolitique profonde, c'est le livre journal des controverses de notre ami Mike Borowski. Bonne journée, chers auditeurs. Bon dimanche et à la semaine prochaine.